Ok, super. D'abord, on va dédier le cours d'aujourd'hui à la mémoire de Chaim Imran ben Shlomo et ben Simcha, que son neshama in Aliyah. Et donc, le cours d'aujourd'hui va être sur, donc, on continue la série sur le couple. Aujourd'hui, c'est la communication dans le couple, communication entre mari et femme, dont on va parler. Et avec, en guise d'introduction, un petit Dvar Torah sur la paracha. Dans la paracha de cette semaine, nous avons l'histoire des Bnot Tzelophrad, les filles de Tzelophrad qui sont venues. Et le problème, c'est qu'elles voulaient avoir une partie dans la terre d'Israël. Leur père, qui était censé être la personne qui va les amener en Israël, était décédé. Donc lui-même n'avait pas de terrain. Et dans les droits d'héritage à cette époque-là, quand il venait d'être donné, il y avait une halakha qui n'avait pas encore été révélée, qui est que les filles peuvent hériter aussi. La halakha, comme elle était donnée au départ, c'était qu'il n'y a que les hommes, les garçons qui héritent. Donc les filles de Tzelophrad vont voir Moshe en disant, voilà, c'est pas juste, notre père est décédé, donc il n'a pas de fils, on va se retrouver sans terre d'Israël. Moshe leur a dit, je vais vous demander avec Hachem ce qu'on peut faire, quoi faire. Et une des premières choses que Hachem va lui dire, Ken benot Tzelophrad devot. Ainsi parlent les filles de Tzelophrad. L'interprétation classique de ce verset, c'est qu'elles ont raison. Hachem dit à Moshe, les filles de Tzelophrad ont raison. Mais dans le contexte de notre discussion aujourd'hui, il y a une autre explication qui est donnée, qui est que c'est comme ça que les filles de Tzelophrad parlent. C'est comme ça que les filles de Tzelophrad parlent. C'est-à-dire que Moshe, d'une certaine manière, s'est senti un peu peut-être attaqué par ce groupe de filles, de femmes qui viennent le voir en disant oui, c'est pas juste, on n'a pas reçu la terre, etc. Il était un peu pris par surprise ou se sentit un peu sur la défensive. Et Hachem leur a dit, ne t'inquiète pas, c'est comme ça qu'elles parlent. C'est leur manière de parler, ne ressens pas ça comme une attaque personnelle. C'est leur manière de parler. C'est comme ça que les filles de Tzelophrad parlent. Et ne t'inquiète pas, ne te sens pas attaqué. C'est leur façon de parler, leur manière de parler. Pourquoi est-ce que je mentionne ça? Bon, d'abord, c'est une Torah sur la paracha. Mais au-delà de ça, ça nous donne un peu un contexte dans la Torah de la manière dont il faut s'adresser à la communication. Et des fois, il faut essayer de comprendre le message au-delà du messager, au-delà de la personne qui l'exprime, au-delà de la manière dont ça a été exprimé. Donc, des fois, certaines choses sont exprimées d'une manière et nous, on se sent attaqué, on ne se sent pas bien avec la manière dont le message est passé, mais des fois, il faut être capable de passer au-delà de la forme pour arriver au fond des choses. La substance des choses, est-ce que Hachem a dit à Moshe dans ce contexte en particulier? Ne fais pas attention à leur manière de parler, c'est comme ça qu'elle parle. Donc d'abord, il faut avoir conscience de qui parle. Et deuxièmement, d'écouter le message. Et ne pas nécessairement de se bloquer sur le ton des choses, etc. Même si le ton, c'est très important. C'est sûr que la manière dont les choses sont dites sont très importantes. Et c'est aussi à nous, dans notre manière de communiquer, qu'on a besoin de prendre conscience de ça. On raconte une histoire, une petite blague, qu'il y avait une fois le chazan de la synagogue qui s'est disputé avec le rabbin de la synagogue. Et la dispute est montée au point où le chazan, devant toute la synagogue, accusait le rabbin d'être un voleur. Il a dit, le rabbin est un voleur. Alors, après cet incident-là, le président de la communauté était voir le chazan et dit, écoutez, c'est absolument inacceptable ce que vous avez fait, c'est inadmissible, et on vous demande, Shabbat prochain, de monter à l'abima et de vous excuser devant le public. Et de dire, ce que j'ai dit que le rav est un voleur n'est pas vrai. Le chazan écoute, et arrive le Shabbat d'après, devant toute l'abima, le président est là, et il attend, et le chazan, donc devant tout le monde, toute l'assemblée se lève. Ce que j'ai dit que le rabbin est un voleur, ce n'est pas vrai. Comme ça qu'il a dit. Alors, tout de suite, le président saute de sa chaise, il voit le chazan, mais c'est quoi cette histoire? On vous a demandé de vous excuser devant tout le monde, et au lieu de vous excuser, vous renforcez votre accusation. Mais je ne comprends pas, dit le chazan. J'ai dit exactement le mot que vous m'avez demandé de dire. Ce que j'ai dit que le rabbin est un voleur n'est pas vrai. C'est exactement ce que j'ai dit. Et le président dit, oui, c'est vrai, mais le ton, la manière dont vous avez dit ça. Et le ton, c'est moi le chazan ici. En ce qui concerne le ton, c'est mon problème à moi, ne vous mêlez pas.
Alors, c'est sûr que le ton est important, la manière dont on dit les choses, et que les mêmes mots peuvent être dits de manière différente. Il faut qu'on soit, quand on communique, on a besoin d'être conscient de la manière dont on dit les choses, les mots dont on se sert et la manière dont on dit les choses. Mais quand on reçoit la communication, c'est-à-dire qu'on écoute la personne, on a aussi besoin de mettre les choses en contexte. Qui me dit ça? Comment est-ce que me dit? Mais au plus important, c'est la personne et quel est le message vraiment. Et des fois, ce n'est pas juste le ton. On avait donné la semaine dernière l'exemple du mari qui rentre à la fin de la journée, etc., qui ouvre la porte et sa femme qui lui saute dessus en disant « Attends, tu arrives, j'en peux plus, les enfants me rendent folle, etc. » Et que le mari qui peut se sentir attaqué, on a dit il a deux manières de réagir, mais les manières de réagir vont dépendre aussi de sa réaction par rapport à ce qu'il entend et comment il entend. Est-ce qu'il entend des attaques et un ton un peu méchant ou accusateur, ou bien est-ce qu'il entend une femme en détresse qui est stressée et qui se laisse, mais c'est surtout un message d'aide au secours, plus qu'une attaque personnelle. Donc, on a besoin de faire attention à la manière dont on communique. Et de la personne qui écoute, on a besoin de faire attention à qui me dit ça, quel est le contexte des choses et quel est le vrai message qu'on veut entendre. Donc, c'est quelque chose qui est important. Et ce sont des choses que Moshe a appris de Dieu aussi. Je sais que vous le savez, mais c'est un des messages de la paracha qu'il faut faire attention à la personne qui communique, qui me parle et qu'est-ce que cette personne veut dire. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et il faut comprendre aussi que, de manière générale, les hommes et les femmes ont d'abord deux manières de communiquer et deux attentes dans la communication. Chacun s'en a. Bien sûr, c'est des généralités. On ne peut pas adresser tous les cas avec dans une heure à peu près ou un peu moins d'une heure de temps, mais il faut, donc c'est des généralités, et bien sûr qu'il y a des femmes qui sont différentes de ce qu'on va expliquer, des hommes qui sont différents de ce qu'on va parler, mais dans les grandes lignes, c'est donc encore une fois des principes généraux, des généralités, je le reconnais, mais qui sont importants de mentionner. Donc on a besoin de parler de ça. Et pour accepter les différences, pour adresser les différences, on a besoin de comprendre que les gens, de manière générale, ça c'est même plus au-delà des hommes et des femmes, se servent des mêmes mots, des fois de manière différente. Donc ça, c'est une introduction importante, même avant de rentrer dans la différence homme-femme, de savoir qu'il peut y avoir deux personnes, deux hommes ou deux femmes, c'est pas lié, qui se servent des mêmes mots de manière différente. Et ça peut être même des fois des manières de parler, où chacun a des manières différentes. Et ça dépend de plein de choses. Donc il faut apprendre aussi à connaître la personne, comme Hachem a dit à Moshe, sache que c'est l'effet de Tzelophat, c'est comme ça qu'elle parle, c'est leur manière de parler, ne te sens pas attaqué, c'est juste comme ça qu'ils communiquent. Et ça peut venir de tout un tas de raisons. Ça peut venir de la manière dont on a été éduqué, des dynamiques à la maison, que quelqu'un où il y avait une maison où tout le monde était calme et personne ne faisait de bruit, si on peut dire, et hausser la voix, ça se faisait une fois tous les 5 ans, il y avait quelqu'un qui haussait la voix, c'est sûr que ça va être une expérience différente de quelqu'un qui a vécu dans une famille où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, et il y a beaucoup de frères et sœurs, et tout le monde parle, etc. Et si on veut, tout le monde parle en même temps, et si on veut être écouté, il faut parler très fort. Et c'est la grande fête et c'est la grande joie. Imaginez quand vous prenez quelqu'un de chaque famille, vous les mettez ensemble, c'est des attentes complètement différentes. La personne qui a vécu dans une famille avec beaucoup de vie, beaucoup de joie et beaucoup de bruit, se retrouve avec quelqu'un pour qui tout est vraiment un ton très bas et très calme. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne m'aime pas, il ne m'aime pas, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de chaleur, etc. De l'autre côté, la personne qui a l'habitude d'avoir une vie calme, voit quelqu'un qui crie et au téléphone, qui est rempli de vie, rempli de choses, etc., va dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait pour me mettre en colère? Parce que pour cette personne-là, son habitude, sa manière de grandir, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un fait beaucoup de bruit et parle, etc., c'est peut-être qu'il est en colère et qu'il est fâché, donc on va essayer d'éviter de ce genre de choses. Donc il va dire, mais pourquoi est-ce que mon mari ou ma femme est en colère contre moi? S'il me parle avec ce ton, il me parle avec cette énergie peut-être, et je ne comprends pas ce qui est en train de se passer, pourquoi ça se passe comme ça, peut-être qu'on n'est pas bien ensemble, etc. Maintenant, au-delà de ça, le plus grand problème, c'est qu'on n'est souvent pas conscient des différences. On pense chacun que son expérience est la norme. On n'a pas nécessairement l'habitude ou la conscience de dire qu'il y a une autre manière de voir les choses, il y a une autre expérience, et à moins qu'on le communique, mais pourquoi est-ce qu'on communiquerait une chose pareille? Parce qu'on pense que c'est normal ou anormal. Donc à moins qu'on communique, on ne va pas souvent avoir la possibilité de faire ce genre de connexion. Alors des fois, il peut y avoir des communications qui se passent. Mais des fois, il n'y en a pas, dans le sens où on ne sait même pas de quoi on a besoin de parler.
parce que chacun va avec son habitude, que c'est comme ça que les choses sont faites. Donc chacun a sa manière de voir les choses, et on n'est pas nécessairement besoin de parler avec d'autres personnes de ce qui est en train de se passer, à cause de nos habitudes. J'ai eu un couple qui est venu voir une fois. Bon, on parlait des choses qui sont venues dans la conversation, mais une des choses qui est montée dans la conversation, c'est la relation par rapport au temps. C'est-à-dire, dans un couple, chez le monsieur, quand il a grandi, quand il fallait partir quelque part, on était prévenus, les enfants étaient prévenus à la dernière minute. Donc, il fallait partir à la synagogue, partir en vacances, partir quelque part. On sortait au restaurant, etc. Quand il fallait partir, le papa disait « Ok, on y va ». Et ce monsieur qui m'en a parlé me disait « Mais pour moi, c'était très frustrant parce que j'étais en train de jouer avec mes Legos ou je ne sais pas quoi. Et tout d'un coup, on doit partir. Je dois arrêter. » Sans me prévenir, sans avoir le temps de me tourner, etc. Donc, pour moi, c'était quelque chose de très perturbant. Donc, ce garçon, quand il a grandi, qui s'est marié, il dit dans sa tête, il se dit quoi? Moi, je vais grandir. Quand j'aurai mes enfants et qu'on devra partir quelque part, je vais les prévenir à l'avance. Je ne vais pas leur faire la même chose que moi j'ai souffert dans mon enfance, qui est quand tout d'un coup on devait changer et je n'ai pas le temps de me retourner. Je vais prévenir mes enfants. Ok, les enfants, on y va dans un quart d'heure. Les enfants, on y va dans 10 minutes. Les enfants, on y va dans 5 minutes, etc. De l'autre côté, pour madame, c'était l'expérience complètement différente. Son expérience à elle, c'était, avant qu'ils devaient sortir quelque part, c'était le compte à rebours. Et pour elle, son expérience à elle, le compte à rebours, c'était quelque chose de très pénible. Parce qu'il y a la pression qui montait. Donc, dans 10 minutes, 5 minutes, 4, 3, 2, 1. Et le compte à rebours, c'est quelque chose qui la stressait énormément. Donc, ces deux-là se retrouvent ensemble. Et maintenant, il y a un monsieur qui pense sauver ses enfants, aider ses enfants en disant, les enfants, il leur met le compte à rebours. Et madame, qui, à l'intérieur, ça la ronge, ça la mange, parce qu'elle revit encore, elle revit les pressions de son enfance, et ça la fait exploser. Maintenant, pardon, lui, il n'avait aucune idée du fait que ce n'était pas quelque chose de bien pour elle. Pardon, et elle, ne savait pas non plus comment gérer ça. Donc, bon, c'est une conversation qu'ils auraient en passant au hasard, etc., mais il y aurait pu y avoir de longues années qui se passent comme ça sans qu'il y ait une conversation, parce que chacun de son côté pense que c'est comme ça, et puis c'est tout. Il n'y a pas de sujet de conversation. Donc, les attentes qu'on a à la manière dont on a grandi, etc., c'est quelque chose qui est important et qu'il faut prendre conscience. Des fois, c'est l'usage de mots. Il peut y avoir deux familles, ou une famille qui se sert du mot désastre, que tout est un désastre, c'est un mot qui veut dire quelque chose qui n'est pas bien, c'est bien un désastre, et l'autre qui vient d'une autre famille, où désastre, c'est la catastrophe, l'apocalypse, c'est un désastre. Les problèmes de la vie, ce n'est pas un désastre. Donc, quand il entend son mari qui dit on est parti en vacances, c'est un désastre, ouais, c'est fait. C'est-à-dire qu'on a investi tellement dans ses vacances, j'ai voulu tellement faire plaisir à mon mari, et puis il dit que c'est un désastre. Alors que pour lui, un désastre, ça veut dire oui, bon, il a plu pendant 10 minutes, ça nous a gâché la journée. Et se sert de ce mot comme ça. Des petites choses comme ça qui sont bêtes, mais et qu'encore une fois, souvent, on n'a pas l'occasion d'en parler. Il faut juste apprendre à se connaître et apprendre à mettre les choses en place sans avoir peur des mots, des émotions, etc. En disant, OK, je vais essayer de me focuser au-delà de la manière dont ça a été livré ou délivré. Quel est le message derrière? Et si on se rend compte que madame ou monsieur se sert du mot de désastre pour tout et n'importe quoi, bon, alors la prochaine fois qu'on entend désastre, on se calme. On n'est plus traumatisé en disant, ça y est, toutes mes vacances sont gâchées parce que j'ai entendu le mot désastre. Non, je veux comprendre que c'est pour elle ou pour lui, désastre, ça veut dire que c'est un truc, un contre-temps, l'avion a eu 5 minutes de retard et puis c'est un désastre. Bon, je me calme. Si je n'ai pas cette conscience, pour moi, alors que si j'investis tellement dans la préparation de ces vacances et que j'entends c'est un désastre, ça ne fait pas plaisir. Donc, on a besoin de comprendre qui me parle, quel est leur usage des mots, etc. Des fois, c'est des conversations à avoir, des fois, c'est juste apprendre. Mais donc, on a besoin à la personne en face, à l'autre, et la manière dont cette personne-là va se servir du langage. S'il s'avère qu'en plus, il y a des différences au niveau langage, parce qu'il y a quelqu'un qui parle français, l'autre qui parle hébreu, etc., alors là, ça devient encore plus compliqué. Mais l'idée est la même, on a besoin de faire attention à la manière dont la personne se sert du langage et ne pas nécessairement se braquer sur le ton, sur les mots, etc., mais prendre les choses, mettre les choses dans un contexte
et essayer de passer au message plutôt que la manière dont le message est livré. Donc ça, c'est une introduction importante pour tout ce qui concerne la communication de manière générale. Un autre point important quand il s'agit de la communication, et ça, ce n'est pas lié hommes et femmes, c'est aussi quelque chose de général, ce qui est quand on a besoin de communiquer des émotions, il est plus facile de parler de soi que de parler de l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Il peut y avoir, et c'est vrai, toute communication de parents, enfants, des gens qui travaillent ensemble, bien sûr, hommes et femmes. Quand on a quelque chose de négatif à dire, à chaque fois que mon mari se gratte le nez, se met le doigt dans le nez devant tout le monde, ça me fait honte. Okay? D'attaquer son mari en disant « tu me fais honte » devant tout le monde, généralement, ça va aller nulle part. C'est une accusation, et généralement, les gens qui se sentent accusés ont tendance à soit se braquer, soit arrêter la conversation, se sauver, si on peut dire, de cette conversation, de manière, en tout cas de manière émotionnelle, soit de répondre de manière agressive. Il faut parler de soi. Je ne me sens pas bien quand tu fais ça. Et ça, ce n'est pas un sujet à débat. Peut-être que ça l'est, mais ça l'est moins. On ne peut pas dire oh non, je ne suis pas d'accord avec toi. Elle n'a pas accusé son mari. Elle a dit tu peux faire ce que tu veux. Et quand toi, tu te grattes le nez, tu mets le doigt dans le nez devant tout le monde, je ne me sens pas bien. Pas tu me fais honte devant tout le monde, j'ai honte, j'ai ce sentiment, je ne me sens pas bien quand tu fais ça. Bien, je m'énerve quand tu dis ce genre de mots. Quand tu me parles comme ça me met en colère. Je me mets en colère quand tu me réponds comme ça, quand tu parles comme ça. Donc, parler de soi plutôt que d'accuser l'autre. Et c'est toujours un bon conseil, quoi qu'on a besoin de dire, c'est de parler de soi, de ses sentiments à soi, de sa réaction à soi, pas de juger l'action de l'autre. Ce qui m'amène à un autre point, c'est qu'il faut essayer, surtout dans le couple, c'est vrai toujours, mais surtout dans le couple, c'est important, c'est qu'il faut essayer de rester sur les faits et ne pas de mettre des émotions derrière ou des intentions derrière. Tu fais ça à cause de ça. Je vais revenir mettre le doigt dans le nez que j'ai mentionné. C'est pas tu mets le doigt dans le nez spécialement devant tout le monde pour me faire honte. Pourquoi? Tu fais ça juste pour m'énerver. Tu fais ça exprès. Tu sais très bien que donc tu as fait ci et ci et ça. J'espère que ce n'est pas le cas. J'espère qu'on essaie de rien faire pour énerver nos époux et nos épouses. Mais c'est de mettre une intention derrière. Et ce n'est jamais une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose non plus pour les enfants d'ailleurs. Quand les enfants font des bêtises, on ne peut pas toujours dire oui, tu sais très bien que et tu l'as fait quand même. Peut-être que cet enfant ne savait pas, l'a oublié, etc. Surtout quand il s'agit des choses d'éducation, Torah et mitzvot. Oui, l'enfant sait très bien qu'il ne fallait pas faire ci, qu'il ne fallait pas faire ça, mais il l'a fait quand même. Peut-être que l'enfant ne le savait pas. C'est une halakha, une loi qu'il n'a pas encore appris, mais qu'il a oublié, etc. Donc, si on peut juger, on peut se débattre sur les faits, pas sur les intentions. À partir du moment où on a ça en tête, ça nous aide aussi dans nos réactions par rapport à la communication. C'est-à-dire que si on voit un fait qui nous énerve, et qu'on s'énerve encore plus en se disant oui, il le fait exprès, elle le fait exprès, elle l'a fait pour ci, elle l'a fait pour ça, on s'énerve encore plus. Il faut juger toute personne, et ça inclut les maris et les femmes, et les enfants, le chavsrout, avec le mérite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accuser les gens. S'il y a quelque chose qui s'est fait, ça s'est fait peut-être. Et on peut au moins imaginer, certainement dans le cadre de la famille, que la personne avait les meilleures intentions du monde. Et c'est toujours une bonne chose. Et même si la personne n'avait pas les bonnes intentions. On sait peut-être que ce qui est marqué dans le Tanya, quand il parle du fait qu'il faut aimer tous les juifs, toute personne, etc., il a dit au pire des cas, on a eu Avat Israël. Même si la personne ne méritait pas, même si la personne avait des mauvaises intentions, au pire, on a eu Avat Israël. Donc disons qu'on s'est trompé, disons qu'on a dit que mon mari ou ma femme avait les meilleures intentions du monde. Bon, ça n'a pas marché. Mais au moins, ça partait d'une bonne intention, pas juste pour me faire exprès de m'énerver, etc. Mais au contraire, ça venait d'une bonne intention qui n'a pas marché du tout, peut-être, qui a mal tourné. Mais au moins, au pire, on a pensé quelque chose de positif de son mari et de sa femme. C'est pas grave. C'est une bonne chose. C'est toujours une bonne chose. Je racontais une histoire que j'ai entendue d'un autre couple où ils avaient, c'est pas un désaccord, disons, sur la manière, c'est quelque chose de tout à fait trivial et bête, mais sur la manière de mettre le papier toilette dans les toilettes. Est-ce que le papier passe par le dessus ou par le dessous?
quand il y a un rouleau. Bon, c'est une grande discussion à travers le monde. Quelle est la meilleure manière de le faire? Alors, dans leur couple, comment ça s'arrangeait? Dans le couple, celui qui changeait le rouleau de papier toilette, c'est lui qui mettait à sa façon. Donc, quand lui, il changeait, le papier passait par le haut. Quand elle le changeait, le papier passait par le bas. C'est l'accord, l'équilibre qu'ils ont trouvé dans le couple. Puis un jour, Marie me raconte qu'il va justement aux toilettes et il se rend compte que sa femme a changé le rouleau de toilette et elle a mis à sa manière à lui. Il dit, c'est gentil à ma femme. C'est super, c'est très sympa. La prochaine fois que je le fais, que c'est moi qui dois changer, eh bien, je vais le mettre à sa manière à elle. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, chacun faisait quelque chose de gentil pour l'autre. En tout cas, dans la tête du mari. Puis il me raconte ça. Et la femme qui se tourne vers son mari disait, mais chérie, c'est pas moi qui avais changé le papier toilette, c'est la femme de ménage. Donc il a été gentil pour elle, pour rien, puisque c'était la femme de ménage qui avait changé le rouleau de papier toilette, c'était pas sa femme. Bon, mais c'est pas grave. Ça lui, dans sa tête, il a bien réagi. Et dans sa tête, il s'est dit, bon, elle me fait quelque chose de gentil, je vais faire quelque chose de gentil pour elle. Il s'avère que c'était pas le cas. C'était quelque chose d'autre, mais c'est pas grave. Il était gentil avec elle. Dans sa tête, il faisait quelque chose à sa manière. Et le monde était un meilleur monde à cause de ça. Donc, c'est pas grave, même si on s'est trompé dans les intentions de l'autre. On a donné des bonnes intentions et que c'était pas nécessairement comme ça. Encore une fois, tant qu'on parle de relations dans un couple sain, où tout le monde est bien équilibré, avec nos faiblesses humaines, on essaie de faire ce qu'on veut, ce qu'on peut pour notre époux, pour notre épouse, il n'y a pas de problème si on est plus gentil que la réaction qu'on a ou qu'on avait avant. Donc ça, c'est de manière générale des concepts de communication qui sont donc de mettre les choses dans le contexte, qui sont de toujours penser de manière positive et de ne regarder que les faits, pas de mettre des intentions derrière les faits. Si c'est des intentions, que ce soit que des intentions positives. Donc de ne pas dire tu as fait ci parce que tu fais exprès. Non, voilà ce qui s'est passé. Sans juger, sans dire pourquoi, etc. Voilà les faits. Après, c'est à moi de mettre l'interprétation que je veux dans ces faits, et je peux choisir de me faire plaisir ou de ne pas me faire plaisir. C'est un choix personnel. Et l'autre chose, qui est de parler plutôt de soi-même, comment est-ce qu'on se sent face à une certaine action de la personne en face de moi, à l'opposé de parler, comme on dit, de soi-même ou d'accuser l'autre personne. Donc ça, c'est quelques points de manière générale. Okay. Donc, pour revenir dans ce qui concerne donc, hommes et femmes, on va rentrer un peu dans les concepts dont on avait parlé la première fois, dans le premier cours, qui sont la différence entre Zo et Malchut dans les 10 sphérotes. C'est-à-dire, on avait expliqué qu'il y a 10 sphérotes, je vais expliquer ça, et certaines sont plus masculines que féminines. Donc, revenons à ça. Dieu a créé le monde. Tony, vous avez une question ou... Juste, ok. Dieu a créé le monde. Ok. Je crois qu'on a besoin de demander à quelqu'un de quitter. Ok. Donc, Dieu a créé le monde. La Torah nous dit dans Bereshit, et la Mishnah nous explique, Sarah Mamarot avec 10 phrases, 10 manières de s'exprimer. La Kabbalah nous explique que ces 10 manières de s'exprimer, la Kabbalah appelle ça de 10 sphères, 10 sphères, 10 lumières, si on peut dire, qui sont les lumières de création. Donc, il y a 10 manières ou 10 étapes de création qui sont la manière dont Dieu s'exprime, Dieu crée le monde, et ce sont des choses qu'on suit de la même manière, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, donc nous aussi nous fonctionnons de cette même manière. Et très brièvement, pour passer, pour donner une idée, si on peut dire un exemple de ces 10 sphères-là, on va donner l'exemple, puisque c'est l'exemple, le modèle que Dieu a suivi, de quelqu'un qui voudrait créer une maison. Et tout, bien sûr, commence avec une idée, un concept.
Je vois que quelqu'un qui a une question, Roselyne. Ok, je vais continuer. Donc, tout commence avec un concept. Ce concept, c'est le point de départ de chaque création. Alors, bien sûr, on peut parler avant de subconscient, qu'est-ce qui fait que j'ai moi cette idée-là, etc. Mais en restant simple, sans rentrer dans le subconscient, au niveau de la création, ça va commencer donc par un concept, par une idée, qui est le concept de Chokhmah. Donc, c'est la première des 10 sphérotes. Chokhmah, on traduit ça souvent comme la sagesse, mais c'est plutôt le point de départ, une idée, qui est donc, dans les dessins animés, c'est un peu la lumière, l'ampoule électrique qui s'allume. C'est mon point de départ. Ensuite, on a l'idée qui va être développée. C'est le concept de Bina, qui est développé cette idée. Donc, on a un point de départ, j'ai une idée. J'ai donné l'exemple de vous créer une maison, ça peut être un autre exemple. Et donc, on va commencer avec ça. Donc, j'ai ce point de départ, mon idée, et maintenant, je la développe. C'est l'exercice qu'on peut faire des fois sur les tableaux ou autre chose, où on a un mot et on fait cette espèce de table, on a des associations de mots, d'idées, où tout ce qui nous passe par la tête, on va mettre sur papier pour ensuite échanger les idées. Ensuite, on va passer à ce qu'on appelle date, qui est le tri qu'on va faire, qui est quelles sont les idées qu'on a développées. On a développé tout un tas de choses. Qu'est-ce qui colle et qu'est-ce qui ne colle pas avec mon but. Donc, on a un point de départ qui va être développé. Et ensuite, on va faire un peu le tri en disant, OK, quel est mon équilibre? Donc, j'ai mon idée, je vais construire une maison. Maintenant, j'ai tout un tas d'idées, etc., que je vais développer. Mais dans ma maison, il y a certaines choses qui ont un sens, certaines choses qui n'ont pas de sens. En tout cas, pour moi, pour mes besoins à moi, pour mon idée à moi, etc. Okay? C'est le concept de date. Et essayer d'avoir cette idée visuelle, si on peut dire, en tête, de 3 lignes. Un point de départ. Ensuite, on passe à l'autre côté, côté gauche, on peut dire, et on va trouver au milieu un équilibre. Mon point de départ est à droite, mon deuxième point est à gauche, et mon équilibre est au milieu. Le point de départ, c'est quelque chose qui va commencer, quelque chose qui va donner. C'est comme dans mon idée, mon concept, j'aimerais bien avoir une maison, c'est quelque chose qui va maintenant me donner un certain dynamisme, va me faire avancer, je voudrais faire quelque chose maintenant de nouveau. Le deuxième point, qui est Bina, qui dit, OK, maintenant que j'ai mon idée, qu'est-ce que je vais faire avec? C'est un point d'arrêt. Qu'est-ce que je veux dire un point d'arrêt? J'ai cette idée, je m'arrête et je réfléchis à ce que je vais faire. Je n'avance pas plus loin. Je développe ce que je viens de recevoir. Donc, on y a un donnant et un recevant. On va voir plus tard que ça va continuer de l'autre manière, qui est Chesed et Gevura. Chesed, c'est donner la générosité. Gevura, c'est la discipline, la retenue. Mais les deux vont dans le même sens. Donc, c'est toujours un point qui va donner et un point qui va recevoir et développer. Il ne va pas donner plus que ça. Il va développer ce qu'on vient de recevoir d'avant. Un autre exemple d'autres mots, c'est Mashpia et Mekabel, celui qui donne et celui qui lui reçoit. Donc, c'est un peu, et c'est la dynamique du monde. C'est comme ça que les choses avancent. C'est les battements du cœur. On envoie du sang et ça s'arrête, ça envoie du sang, ça reçoit, ça s'envoie, ça envoie du sang. C'est le temps, une seconde, ça s'arrête, une autre seconde, ça s'arrête, une autre seconde, ça s'arrête, etc. C'est comme ça que tout ce qu'on a avec les ordinateurs marche, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Okay? L'univers fonctionne de cette manière-là. Oui, non, oui, non, oui, non. Et avec ces oui, non, on est capable d'arriver à un résultat final. Donc, il y a Chokhmah et Bina, et l'équilibre, c'est le milieu. Ensuite, l'étape d'après, c'est donc maintenant, j'ai une idée générale de ce que je veux faire. Donc, je veux ma maison. Je veux une maison. Dans ma tête, dans mon rêve, ma maison, c'est ce que je veux. Il n'y a pas besoin d'avoir quoi que ce soit. Et tout est inclus sans qu'il y ait rien qui existe d'une certaine manière. Dans mon concept, j'aimerais bien me construire une maison. J'ai tous les détails de ma maison, sans rien avoir, bien sûr. Donc, c'est juste une idée. C'est comme une graine qui contient tous les détails, mais sans que ces détails existent vraiment. Donc, on plante la graine dans la terre. La terre, ça va être la bina. C'est la terre qui va développer cette idée-là pour nous donner ensuite l'arbre qui va pousser ou les fleurs qui vont pousser, etc. Dans la dynamique masculine-féminine,
l'homme donne, la femme reçoit, et elle va développer ce qu'elle a reçu. On passe après ensuite à Chesed et Gevura. Comme je disais, Chesed et Gevura, c'est la même dynamique. Donner, Chesed, c'est le concept de donner, de générosité. Gevura, c'est la discipline, c'est-à-dire on retourne, on retient ce qu'on a reçu, et un équilibre qui va se mettre en place. Combien est-ce que je donne, combien est-ce que je reçois? L'équilibre, ça va s'appeler Tiferet, la beauté. Parce que la beauté demande un équilibre entre deux choses. Il ne peut pas y avoir de beauté, par exemple, dans un tableau si le tableau ne fait que d'une seule couleur. C'est que du blanc, que du noir. Une page blanche, une page noire, ce n'est pas nécessairement beau. On peut avoir une page blanche avec un dessin fait en noir ou un poème écrit en noir, et là, on a quelque chose de beau. Mais on a besoin d'avoir ce contrat pour qu'on puisse parler de beauté. Donc, il y a le contrat entre combien on va donner et combien on va recevoir. Ensuite, il y a Netzach et Hod. Netzach, c'est la victoire. C'est aller jusqu'au bout. Hod, c'est la beauté. C'est modifier, si on peut dire, ne pas aller jusqu'au bout pour que les choses soient belles et esthétiques, avec un certain compromis. Donc, ça va être la même dynamique, encore une fois. Ensuite, il y a Yesod, qui est l'équilibre entre tout ce qu'on a eu, et Malchut, c'est l'exécution de ce qu'on a fait. On passe à l'action. Donc, par exemple, le concept d'une maison, ça va commencer avec Chochma, qui est le concept de la maison. Ensuite, on va développer mon concept. Donc, on dit, j'ai une maison, je vais avoir une maison. Après, mes grandes idées, je vais rayer quelque chose qui n'a aucun sens, qui ne sont pas pour moi. Ensuite, je décide de mon budget, de la taille de la maison. Est-ce que je vais avoir 5 chambres à coucher, ou 4, ou 6? Et je règle en fonction de mon budget, en fonction des règles locales, des lois, etc. Ensuite, je vais penser à la décoration. Et ensuite, on passe à la construction de la maison. Mais il y a toujours cette dualité qui est donner et recevoir, ou bien masculine et féminine. De manière générale, il y a, si on peut dire, on parle du côté de Chochma, donc l'homme, c'est le côté droit, si on peut dire, dans le sens, c'est l'idée de Chesed, l'idée de Chochma et de Chesed. Chochma, c'est important parce que c'est Chochma, il y a tout, mais sans les détails. Donc, c'est une vision très globale des choses. Bina, qui est la contrepartie de Chochma, c'est les détails. On a l'énergie masculine et l'énergie féminine. Qu'est-ce que ça veut nous dire dans le contexte des hommes et des femmes? Un homme a généralement une vision globale des choses, mais sans les détails. Donc, c'est une idée, il n'y a pas de détails. Donc, les hommes, souvent, ont du mal à faire attention à tous les détails. Les femmes, elles, c'est du côté de Bina, qui est justement de rentrer dans les détails, de développer quelque chose. Donc, prendre une idée et la développer. C'est-à-dire que pour une femme, les détails sont beaucoup plus importants que pour un homme. Le désavantage de ça, c'est que des fois, on peut se bloquer sur les détails et on oublie la grande image. Donc, il y a une complémentarité entre les deux. Un qui va donner cette vision globale et l'autre qui va donner tous les détails. Donc, ce n'est pas juste un concept qui va rester en l'air, c'est un concept qui va exister, se développer et avoir, si on peut dire, des bras et des pieds, dans le sens où quelque chose qui soit rempli et complet. Un autre aspect de la féminité est la dernière sphira qui est Malchut. Malchut, c'est l'expression de tout ça. Donc, on a tout ce plan-là et la dernière étape, c'est d'exprimer ce qu'on a mis en place, notre projet. Malchut, c'est aussi une sphira qui est avec un caractère féminin. Malchut, on l'appelle souvent, il y en a on dit ça dans Patach Eliyahu le vendredi après-midi avant la prière de Mincha. Malchut, paix. Malchut, c'est la bouche. C'est-à-dire que la communication pour une femme va plus se passer pour la bouche, parce que Malchut, c'est une sphira avec un caractère féminin, que pour les hommes. Donc l'expression et parler, c'est quelque chose qui est plus féminin que pour un homme. C'est-à-dire que les hommes ne parlent pas, c'est-à-dire que les hommes s'expriment moins en parlant. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas toujours s'exprimer par les mots qu'ils vont dire. Ça veut dire qu'ils peuvent s'exprimer de manière différente, sans mots, et les mots qu'ils vont dire n'ont peut-être pas le même poids et le même contenu que les femmes. C'est-à-dire que pour un homme, ce qu'il va dire, c'est ce qu'il va dire. Quand un homme vous dit ça va, c'est que ça va. Si vous dites ça va pas, c'est que ça va pas, généralement. Alors que pour une femme, il y a beaucoup plus de contenu à l'intérieur de mots que pour un homme. Donc si une femme vous dit ça va,
ça peut dire que ça va, et si elle dit que ça ne va pas, ça peut dire que ça ne va pas. Parce que comme la sphira de Malchut, c'est la dernière sphira qui va contenir en elle tout ce qu'il y a avant. La même chose pour une femme qui est donc Malchut, c'est une sphira de caractère féminin. La même chose, c'est-à-dire que ça va contenir beaucoup plus de choses dans les mots qu'elle va dire que ce que l'homme peut expliquer. Et ça amène aussi à des conflits importants dans le couple. Qu'est-ce que ça amène comme conflit? Ce dernier point, après on va revenir au premier point. Le conflit que ça peut amener, entre autres, c'est qu'il y a des attentes différentes de chaque côté. Quand une femme parle avec un homme, d'abord elle va trouver que l'homme ne communique pas. Et deuxièmement, quand il va communiquer, elle va imaginer qu'il y a tout un tas de choses qui sont cachées derrière ces mots et tout un tas d'intentions et de sous-entendus, alors qu'ils ne le sont pas. Quand un homme dit que ça ne le dérange pas qu'on mange ci ou qu'on ne mange pas, que ce soit du poulet ou du poisson ou de la viande, ça ne le dérange pas, ou bien quel que soit le restaurant, on va partir, ou bien quel que soit l'endroit, on va partir en vacances, et pour moi, c'est tout égal, il le pense souvent. Donc, et pour une femme, c'est incompréhensible d'une certaine manière, parce qu'elle va imaginer qu'il y a tout un tas de choses qui sont derrière. Donc, il est en train de dire qu'il y a tout un tas de choses. Quand on me dit qu'il pense que tout est la même chose, ce n'est pas possible, que tout soit la même chose, qu'il n'y ait pas de préférence, etc. Et donc, elle va s'imaginer tout un tas de choses, qu'il ne me communique pas, il ne me parle pas, il ne veut pas me dire ce qu'il a en tête, etc. Alors que pour un homme, des fois, les choses sont beaucoup plus simples que ce qu'elle était avant. Donc, pardon, que ce que la femme imagine. Donc, une femme peut s'imaginer beaucoup plus de choses dans la communication, le manque de communication de son mari. Si son mari ne me parle pas, ça veut dire qu'il ne m'aime pas, ce qui n'est pas le cas. Et parce que dans sa manière à elle de communiquer, il y a beaucoup de choses qui passent dans son message. Et c'est comme ça qu'on se fait des amis, c'est comme ça qu'on contacte, par la parole, par le parler, etc. Et si quelqu'un ne me parle pas, c'est que quelqu'un ne m'aime pas. Donc pour un homme, ce n'est pas nécessairement comme ça. Donc il y a beaucoup d'attentes du côté de la femme qui sont déçues ou bien elle imagine tout un tas de choses que pour l'homme n'est pas. Il n'y a pas raison d'être. De l'autre côté, l'homme n'a souvent pas conscience que dans les mots de sa femme, il y a beaucoup plus de choses que ce qu'elle est en train de dire. Donc il va écouter les mots, il va les analyser à sa manière masculine, c'est-à-dire elle m'a dit oui, c'est que c'est oui, elle m'a dit non, c'est que c'est non, sans comprendre, sans même imaginer qu'il peut y avoir tout un tas de couches de sens derrière auquel il est complètement aveugle et sourd. Et alors bien sûr, ça crée une frustration de deux côtés. Femme qui va dire mon mari ne m'écoute pas, même s'il a entendu tous les mots, c'est vrai qu'il n'est pas à l'écoute des sous-entendus, parce qu'il n'imagine même pas qu'il y a des sous-entendus. Parce que dans la conversation entre hommes, il n'y a pas toujours des sous-entendus, donc il n'imagine pas ça. Donc elle va s'imaginer tout un tas de choses, lui il comprend pas ce qu'elle veut, et donc il y a ce problème de communication qui va se créer. Donc on a besoin de faire attention à ça, de comprendre qu'on a chacun sa manière de voir les choses, chacun sa manière de communiquer, que c'est simple que pour les femmes, dans le sens où ils vont dire ce qu'ils pensent, ou peut-être pas, mais en tout cas, il n'y a pas nécessairement besoin de chercher midi à 14 heures dans ce qu'ils vont dire. Donc pour une femme, effectivement, il y a une profondeur d'expression qui va lui faire en sorte qu'elle attende la même chose de son mari, qu'elle n'est pas capable de faire, en tout cas pas s'en apprendre, ou ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement facilement. C'est peut-être certains hommes qui sont plus doués que d'autres, mais généralement ce n'est pas le cas. Et donc cette frustration, cette tension qui peut se créer dans les couples, dans ce genre de conversation. Il y a un autre point relié à ce que je disais avant, qui est la différence entre les détails et une vision des choses. Et je vais revenir à une autre chose qu'on avait discuté dans le premier cours, qui est que les hommes viennent de Zohar, on avait dit, et les femmes de Malchut. Donc la femme, c'est la sphira féminine, c'est la sphira de Malchut. Et dans les midot, on a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yisod, qui sont plutôt des midot qui vont être mashpia, qui vont donner. Donc plutôt des midot qui sont masculines. Sans rentrer dans tous les détails de Kabbalah, de la différence entre chacune de ces midot-là, ce n'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui, mais de manière générale, Malchut, elle reçoit, c'est comme la bouche. On a dit que la bouche reçoit tous les messages de la tête et ne fait que de livrer ce message-là, d'exprimer ces messages. Donc, Malchut, ça reçoit et transmet. Et elle reçoit des midot d'avant. Attends, ces midot d'avant, Chesed, Gvura, Tiferet, etc., elles sont l'une après les autres. Donc, il y a un concept, un autre concept, un autre concept. Alors, c'est bien à la queue leu et à la file, mais c'est chacun un concept séparé, alors que Malchut reçoit tout à la fois. Reçoit toutes ces énergies de toutes les sphères d'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les hommes, généralement parlant, leur manière de penser est linéaire et ponctuelle. Une chose à la fois. Pour les femmes, c'est beaucoup plus large
est beaucoup plus, je veux dire, c'est 360 degrés et pas juste une ligne. C'est plutôt comme un cercle, dans le sens où elle peut recevoir toutes les informations à la fois et gérer toutes ces informations à la fois. C'est ça que les femmes ont une meilleure capacité de faire plusieurs choses à la fois que les hommes. Les hommes, c'est vraiment une chose à la fois. Au point où, quand on est en train de conduire et qu'on est perdu, on a besoin d'éteindre la musique ou la radio ou de ne pas parler au téléphone parce qu'on ne peut pas se concentrer sur les deux choses à la fois. Parler au téléphone et en même temps chercher là où on est ou d'autres choses comme ça. Donc, les choses sont les unes après les autres, étape par étape. Pour donner un exemple culinaire, qui sera peut-être une bonne image, pensez au cerveau masculin comme des gaufres. Dans les gaufres, il y a des petites cases. Donc, chaque chose a sa case. Pour un homme, il y a des cases différentes. Et pour passer d'une chose à l'autre, on a besoin de fermer une case et de passer à autre chose. Donc, dans le cerveau d'un homme, il y a tout un tas de boîtes, tout un tas de tiroirs avec des choses différentes. Il y a un tiroir pour le travail, un tiroir pour les amis, un tiroir pour la famille, un tiroir pour la belle-mère, un tiroir pour le golf ou la pêche, et chaque chose a son tiroir. Et, entre autres, il y a un tiroir qui est le plus grand tiroir de tous, qui est le tiroir vide, qui est ne rien faire. Être assis sur le canapé, à rien faire. Rien penser, rien réfléchir, merci être rien faire. Ça, c'est la boîte préférée des hommes, le tiroir préféré des hommes. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ça tout de suite. Mais donc, on a chacun sa boîte et chaque chose a son document, son dossier, si on peut dire, ou son tiroir. Et on peut passer d'un tiroir à l'autre, mais on ne peut pas avoir deux tiroirs à la fois. Donc, on ouvre un tiroir, on s'occupe de ça. Ça peut être le dîner de ce soir, ça peut être sa femme, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être les vacances, ça peut être le travail, etc. Et chaque chose a sa place. Et on ne peut pas passer de l'un à l'autre si facilement. On a besoin de fermer le premier tiroir, d'ouvrir un deuxième tiroir, ouvrir le document, le dossier, etc. Ça, c'est la manière dont les hommes fonctionnent. Et on ne peut pas penser de faire deux choses à la fois, réfléchir à deux choses à la fois, c'est très compliqué. Pour revenir à mon exemple culinaire, je vais parler des gaufres. Le cerveau féminin, c'est plutôt comme une assiette de spaghettis. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout est mélangé avec tout. On tire sur un. Donc il y a tout, il n'y a pas une chose qui est organisée séparée, tout est connecté avec tout. Et c'est pour ça qu'on veut parler dans une conversation, passer du coq à l'âne, comme on dit en français, c'est-à-dire passer la conversation sur les cours, sur le dîner, sur les enfants, sur les vacances, sur la belle-mère, sur les copines, sur la voisine, etc. Parce que tout est connecté avec tout. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des boîtes et des tiroirs séparés. C'est un grand plat de spaghettis et tout vit ensemble et tout est agréable, etc. Et on peut gérer tout ça. Pour un homme, c'est incompréhensible et c'est ingérable. On a besoin d'avoir des choses organisées, séparées, etc. Et bien sûr, ce genre de différence crée bien sûr des conflits au niveau de la conversation. Imaginez une femme, le mari rentre du travail, et il s'assoit pour prendre un verre de thé, un verre de café avec sa femme, et elle commence à lui parler de sa journée. On commence avec sa mère à elle. Donc le monsieur ouvre le tiroir, belle maman. Bon, après 30 secondes, elle parle de la voisine. Donc il doit fermer dans sa tête, mentalement, il doit fermer le tiroir belle-mère pour rouvrir le tiroir voisine. Mais elle a déjà passé à quelque chose d'autre, elle a déjà passé aux courses. Et il a à peine ouvert son tiroir voisine qui doit vite refermer le tiroir voisine, ouvrir le tiroir, faire les courses. Et elle a passé déjà à quelque chose d'autre, elle a passé les travaux qu'on a besoin de faire à la maison, et elle revient à ses copines, revient de voir les vacances d'été, etc. Et entre-temps, lui, c'est la course pour ouvrir tiroir après tiroir, après tiroir, après tiroir, et il n'en peut plus. Et après 10 minutes, il est explosé. Il n'en peut plus. Et elle voit son mari qui est en train, après 10 minutes, de dire il a les yeux fermés, si on peut dire. Il est abandonné, il ne sait même plus. Et oui, mon mari ne m'aime pas, il ne veut pas m'écouter, il ne fait pas attention à moi, etc. Alors qu'elle ne sait pas que ce pauvre monsieur, la seule raison pour laquelle il a fermé les yeux, c'est qu'il n'en pouvait plus. Soit il allait se suicider, il ne voulait pas laisser sa femme quand même veuve du préserve, phrase de shalom. Donc par amour pour sa femme, il reste là, il est perdu, il ne sait plus quoi faire, mais il est là. Mais elle pense que son mari ne l'aime pas parce qu'il a complètement perdu le fil de la conversation, alors qu'il essayait au départ, en tout cas, de suivre. Donc, il y a deux manières différentes de voir les choses, et c'est quelque chose qui sont important de reconnaître.
on fonctionne de manière différente, on a besoin de réfléchir de manière différente, on voit les choses et on processe les choses de manière différente. Et on a besoin de comprendre que chacun a une manière différente de procéder à l'information et de réfléchir, etc. Et ce n'est pas qu'il y a un qui est bien ou pas bien. On a juste besoin d'être conscient du fait que mon mari réfléchit différemment, ma femme réfléchit différemment. Que si, en tant que femme, je demande à mon mari de faire deux choses à la fois, ça va être compliqué. Pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'il est paresseux, parce que c'est un homme et les hommes ont leur manière de réfléchir. Alors, ils sont très bien pour certaines choses. Il y a d'autres choses il faut que je lui donne le temps de fermer le tiroir, de rouvrir un tiroir, etc., de comprendre que c'est une chose à la fois. Il peut y avoir d'autres choses. Parce qu'il y a un avantage d'avoir ces tiroirs-là, c'est qu'on peut des fois fermer le tiroir. Le mari peut avoir des problèmes au travail, disons. Il revient à une journée difficile, etc., avec des problèmes au bureau. Il a la capacité de fermer le tiroir au bureau, d'ouvrir le tiroir maison, famille, femme, etc. Et il peut mettre ça de côté. Ce que sa femme ne pourrait peut-être pas faire. Parce que quand il va rentrer à la maison, elle aura du mal, elle, puisque tout est mélangé, de dire je mets les problèmes de la journée de côté et maintenant je me focus sur mon mari. C'est pas possible. Dans sa tête, il y a tellement de choses qui sont en train de se passer qu'elle ne peut pas juste fermer la boîte, fermer la porte et de faire comme si de rien n'était. C'est quelque chose qui est très compliqué. Donc chacun a l'avantage, chacun peut apporter quelque chose à l'autre. Il faut juste, encore une fois, être conscient dans ses attentes et dans ses manières de communiquer qu'il y a des choses qui sont différentes. Il y a encore une autre différence qui vient de ce point-là, qui est, encore une fois, les attentes de communication et les manières de communication. La manière de communication, je veux dire masculine, et c'est comme ça que Dieu a commencé à créer le monde, c'est quelque chose qui est pour affecter, pour créer, pour faire quelque chose. Donc, si un homme, un mari, à sa femme qui lui parle d'un problème quelconque, dans sa tête de mari, dans sa tête d'homme, si ma femme me parle d'un problème quelconque, c'est que elle attend de moi de l'aider à résoudre le problème. Et donc, il va vouloir offrir une solution au problème. Et le problème, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un problème à la maison, ça peut être un problème de copine, ça peut être un problème n'importe quoi, du bureau, quel que soit le problème. Dans sa tête, mais si ma femme m'en parle, c'est que elle attend elle a besoin de moi pour l'aider à résoudre le problème. Ce qui se passe du côté de madame, c'est pas du tout ça. C'est que la communication, l'amour, créer des liens se passe par la communication. Donc si elle parle à son mari de son problème, c'est pas parce qu'elle a besoin d'aide à gérer son problème. C'est que partager lui permet de se sentir proche de son mari. Et que si son mari va lui offrir une solution à son problème, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, premièrement, il me prend pour une idiote et pense que je ne suis pas capable de résoudre mes problèmes. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il veut arrêter la conversation. Parce que dès qu'on a résolu le problème, il n'y a plus de conversation. Donc, il ne veut même pas m'écouter. Ce n'est pas mon problème qui l'intéresse. Il veut essayer de se débarrasser de ce problème. Comme ça, il n'y a plus de communication, la conversation est finie. Ce qui n'est pas du tout ce que le mari a en tête. Au contraire, lui veut rendre service. Dans sa tête, il se dit, si ma femme me parle d'un problème, c'est qu'elle veut que je l'aide. Donc, je vais l'aider à trouver une solution. Sans penser que je suis en train de vexer ma femme parce que je lui dis que tu es une idiote, tu n'as pas pensé à la solution que je suis en train de t'offrir, et lui dire, je n'ai pas envie de t'écouter, voilà la solution à ton problème, arrête de m'embêter. Donc lui, il pense que des choses bien, il veut aider, et elle se sent vexée du fait qu'il veut l'aider. On a besoin d'avoir encore une fois, le mieux dans une conversation, et ça peut commencer par le mari ou par la femme, c'est pas de différence, c'est de se mettre d'accord au départ. Ça peut être quand monsieur rentre à la maison, et madame qui commence à lui raconter sa journée, les problèmes qu'elle a eus, et le mari peut lui demander, est-ce que tu voudrais une solution ou tu voudrais juste que je partage avec toi ce problème? Bien, est-ce que tu voudrais que je t'aide à trouver une solution? Ça peut être dans ces mots-là, ça peut dire, qu'est-ce que tu attends de moi dans cette conversation? Bien sûr, on ne peut pas faire ça à chaque fois qu'on a un verre de café ensemble, mais quand il y a une conversation, quand il y a une conversation dans laquelle le mari voudrait offrir une solution, de demander, est-ce que tu voudrais que je t'aide à trouver une solution? Ou bien est-ce que tu voudrais juste qu'on en parle? Et ne pas se sentir moins masculin, si on peut dire, si on n'a pas besoin de solution, si madame ne veut pas de solution.
Parce qu'il faut encore une fois comprendre que pour madame, c'est juste parler. Et parler, c'est communiquer, partager, et parler, c'est créer des liens. Donc, le mari n'a pas besoin de sortir, mais je ne comprends pas pourquoi tu m'en parles si tu ne veux pas que je t'aide. Quel est l'intérêt de cette conversation? Non. Pour elle, la conversation, c'est pour créer des liens, pour se sentir plus proche l'un de l'autre. Donc, on a besoin d'avoir cette conscience aussi de l'autre côté, que si mon mari offre des solutions, madame ne devrait pas se vexer. On a besoin d'avoir cette prise de conscience des deux côtés, qu'on a chacun sa manière de voir les choses. Il y a quelque chose qui sont plus naturels pour l'un que pour l'autre, et on a besoin de se mettre d'accord. Au départ, ça peut être un peu artificiel d'avoir ce genre de débat, pas de débat, de conversation en disant est-ce que tu voudrais que je t'aide ou tu veux que juste qu'on en parle, ou madame qui va dire à son mari s'il te plaît, je voudrais juste que tu m'écoutes. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de trouver une solution, j'ai juste besoin que tu m'écoutes, ça me fait plaisir de savoir que tu m'écoutes et que tu t'intéresses à mes problèmes. C'est tout. Et juste de se mettre d'accord. Encore une fois, ça peut être plus facile, plus artificiel pour certains que pour d'autres, mais c'est une conversation donc à avoir, on met tout ça en tête. Voilà. Donc, on avait vu, je vais juste résumer quelques points. Donc, on avait dit qu'il faut faire attention, donc, Ken Bruno se le fera de vote, de mettre les choses en contexte, pas juste s'arrêter au ton des choses, mais essayer de comprendre qui me parle et pourquoi me parle et qu'est-ce qu'elles essayent de dire, qu'est-ce que cette personne essaie de me dire. Généralement parlant, de ne pas parler, de ne pas attaquer l'autre, mais de partir plutôt de comment on se sent face à une certaine réaction. Des fois, on a besoin de dire des choses, mais j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse. Si on a besoin de critiquer, un petit conseil. Le mieux, c'est pas de critiquer. Le mieux, c'est quand on a la personne en face de nous qui fait ce qu'on aime, à ce moment-là, de remarquer ça. Okay? Madame brûle le repas 4 fois sur 5. La fois le repas n'a pas été brûlé, on lui dit ah chérie, c'était super bon aujourd'hui. Okay? Pas nécessairement les autres 4 fois en disant t'as brûlé le repas encore une fois, t'es une idiote ou je sais pas quoi. Non. D'ailleurs, pas d'insulte, jamais d'insulte. C'est pas du tout, ça sert à rien. On fera peut-être un cours sur comment se battre et se disputer dans les règles, s'il y a une demande. En tout cas, donc, de ne pas critiquer, c'est rarement positif. Si vous avez besoin de critiquer, prenez en tête une chose. Pensez à votre relation, à votre crédit affectif, comme un compte en banque. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose de pas gentil à la personne en face, c'est comme si on faisait un retrait d'argent. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas retirer plus que ce qu'on a à la banque. Sinon, on a découvert et ce n'est pas agréable. Donc, il faut faire des dépôts à la banque aussi. Il faut déposer de l'argent à la banque de temps en temps. Donc, on a besoin, chaque geste affectif qu'on fait, c'est comme si on déposait de l'argent dans la banque. Un baiser, un câlin, un mot gentil, une marque d'appréciation, on dépose. Quand on dit quelque chose de méchant, c'est un retrait qu'on fait. Mais, attention, sachez que les retraits, les mots méchants, sont 5 fois plus puissants que les mots gentils. Et qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose de méchant, on retire 5 fois l'investissement. Donc, disons que chaque mot gentil, c'est 1 euro. Un mot méchant, ça vaut 5 euros. Donc, prenez ça en tête, que pour tous les 5 compliments, si on peut dire 5 choses gentilles, si on dit quelque chose de méchant, ça nous enlève 5. Je referme cette parenthèse-là, c'est juste un petit conseil pratique. Donc, ensuite, on avait parlé donc, de la différence entre les hommes et les femmes, les manières de communiquer, les attentes, et essayer d'être sur la même page. Une des choses, personnellement, que je trouve très, très puissante pour nous aider à réfléchir et à comprendre la manière dont l'autre voit, et de se dire que tout marche bien, qu'on est dans un mariage normal, c'est les blagues sur le mariage. Parce que quand il y a des blagues sur le mariage, on se rend compte qu'on est tous plus ou moins dans la même situation, que mon mari n'est pas pire que les autres maris, ma femme n'est pas pire que les autres femmes, tout le monde est comme ça, et ça me permet d'accepter ma situation et de rationaliser ma situation et de mettre les choses en perspective. Voilà. S'il y a des questions, on répond aux questions. Bon, pas de questions? Je vais ouvrir les micros Bon. parce que les micros étaient fermés à cause de personnes intrus qui ont fait du bruit tout à l'heure, vous avez entendu. Donc, j'ouvre les micros, messieurs, dames. Et celui qui veut poser une question. Non. OK. Voilà, donc les micros sont activés. Bon, c'est quelqu'un qui a des questions? Voilà. Allô?
Oui. On vous écoute. Euh, en quoi les sphirotes de Hod et des Netzar ont un côté féminin et masculin? OK. Féminin, pardon, masculin, les grandes lignes qu'il faut avoir en tête, c'est soit Bina et Chochma et Bina ou bien Chesed et Gvura qui sont donnés, c'est-à-dire c'est aller vers l'extérieur, et Bina ou bien Gvura, c'est le retour vers soi. C'est-à-dire, le retour vers soi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je me refocus sur ce que j'ai reçu. Netzach, l'idée de Netzach, c'est un peu le tank. Le tank, c'est quoi? Ça allait de l'avant. C'est pur et dur. Hod, donc c'est une énergie féminine, masculine, pardon, c'est une énergie masculine dans le sens où on avance, on donne, on prend l'avant. Hod, c'est la gloire ou la beauté, c'est-à-dire on ne va pas aller pur et dur, on va adoucir un peu les angles, donc on va retenir les choses, on va limiter pour que ce soit plus agréable, plus esthétique. C'est un peu dans le sens, c'est la même dynamique que Chesed et Gvura, dans le sens où Chesed, c'est aussi aller jusqu'au bout. Par exemple, je vous donne un exemple. On fait un cours. Okay? Je peux dans le cours mentionner 20 idées. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va aider à quelque chose? Pas nécessairement, parce que c'est peut-être que ça peut être trop. Donc, mon chesed me dit, allez mon garçon, tu vas jusqu'au bout, tu donnes, et que va me dire, attention, 30 secondes, un peu de retenue. On va un peu s'arrêter, on va vérifier est-ce qu'on a besoin de tout donner, ou bien est-ce qu'il y a une manière plus agréable de faire passer le message, plus belle de faire passer le message que juste d'aller pur et dur avec 20 points les uns après les autres. Donc, Hod, qui est le concept de beauté, c'est cette idée-là, qui est donc, on adoucit, le concept, on adoucit l'idée qui est d'embellir, d'enjoliver pour que ça passe mieux. Donc, c'est l'opposé de Chesed, c'est l'opposé de Netzar qui est pur et dur. On avance, on y va, etc., on fonce. Là, c'est on s'arrête, on réfléchit, est-ce que ça va vraiment passer ou bien est-ce que trop, c'est trop? Donc, c'est la différence entre ces deux énergies. Donc, Chesed, c'est l'énergie de donner. Et Gvura, c'est la pause, la retenue, en essayant quelle est l'idée derrière. Donc, c'est la même chose. Netzach et Hod, c'est le même parallèle. J'espère avoir répondu à la question. Sinon, dites-moi et j'essaierai de faire un peu mieux. Ok. Merci beaucoup. Bien sûr. Vous avez une autre question? Madame Barkas. Ouais, allez-y, Madame Barkas, posez votre question. Votre micro est ouvert, Madame Barkas. Merci. Oui, je voulais savoir c'est quoi la différence entre Tiferet et Hod, puisque les deux c'est la beauté, c'est ça? Oui, Tiferet, c'est un équilibre. C'est l'équilibre entre Chesed et Gvura. Donc, c'est prendre deux choses et trouver l'équilibre entre ces deux choses-là. Hod, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est adoucir les angles, si on peut dire. Ce n'est pas une question d'équilibre, c'est prendre ce que j'ai et faire l'équilibre entre les deux. Donc, ce n'est pas la même dynamique. Hod, c'est une pause. Tiferet, c'est un équilibre. Donc, Hod, c'est plutôt une dynamique de Gvura, une dynamique, donc, comme je disais, c'est s'arrêter. Et alors que Tiferet, c'est plutôt une question de compromis, pas un compromis dans le sens négatif du terme, c'est trouver l'équilibre entre la droite et la gauche, entre la donnée et la retenue, c'est l'équilibre qui va se mettre en place. Donc, même si les deux se traitent plus ou moins en beauté, c'est des énergies différentes, c'est des concepts différents. D'accord. Merci. Très bien. Ok. Bon, ben Israël, parfait. Merci beaucoup. Merci à toi, Hazak Baruch. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée.